Quel mérite nous revient quand on réussit? Faut-il traverser la rue pour trouver du travail? À qui doit-on les succès et les échecs de notre vie personnelle ou de la société? Ce sont des questions qui touchent toutes à une notion qui est celle du mérite. Notion très débattue en France avec d'un côté l'école républicaine qui est là pour rétablir une forme d'égalité des chances et de l'autre une influence de la culture américaine du mérite, du self-made man. Selon Sama Karaki, une de nos invitées du jour, cela n'est pas aussi simple que ça. Pour elle, le talent est une fiction. Dans son livre du même nom, elle déconstruit la notion de mérite, la notion de travail et la notion de talent, qui sont des concepts qui sont souvent là pour appuyer une forme de légitimité de la réussite ou de l'échec des uns et des autres. Face à elle, Sarah Salman, avocate et chroniqueuse sur les grandes gueules, qui, elle, ne voit absolument aucune raison de contester le mérite qu'ont les gens qui ont réussi. Alors la méritocratie, mythe ou réalité, glorification de la réussite des uns, justification de l'échec des autres, relativisme ambiant autour de ces questions-là, de savoir si réellement nous avons un impact dans notre propre succès, c'est le débat du jour sur Le Crayon. Il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Faux. Partiellement vrai. Les personnes les plus pauvres sont fainéantes et profitent du système. Faux. Un peu vrai. Je m'appelle Sarah Salman, je suis avocate au barreau de Paris, chroniqueuse aux grandes gueules chez RMC et auteure du livre Se protéger c'est gagner aux éditions Robert Laffont. Chaque individu pourrait vivre comme il l'entend. J'espère. Vrai. Je suis Sama Karaki, je suis docteur en neurosciences et auteur de l'essai Le talent est une fiction aux éditions Jean-Claude Lattès. On peut réussir si on le veut vraiment. Non. Faux. Totalement vrai. Le mythe du self-made man existe. Faux. Vrai. Nous sommes tous égaux. Faux. Faux. Augmenter sa classe sociale est une fiction. Vrai et faux. C'est pas une fiction, mais c'est assez rare. L'intelligence est un talent inné. Faux. Ah, c'est vrai. Les riches sont déconnectés de la réalité. Pas nécessairement. Ça dépend lesquels. Les hommes et les femmes peuvent réussir à l'égalité si on y met les moyens. Pas de raison que ça n'arrive pas. Faut vraiment que le système y mette du sien. Le système patriarcal creuse l'égalité des chances de réussite entre les hommes et les femmes. Complètement, oui. Vrai. Faux. Les femmes subissent ce système patriarcal, notamment sur la réussite professionnelle. Vrai. Un peu vrai. Les riches ont le mérite d'avoir réussi. Faux. Partiellement vrai, tout dépend comment ils ont obtenu leur argent. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Est-ce qu'on se retrouve dans un système où la réussite dicte ce qu'on obtient de la vie? Et est-ce que ce système est juste? Est-ce qu'il est logique qu'on obtienne plus de choses de la vie grâce à la réussite? Alors déjà, quand on entend cette vidéo, on comprend que la réussite, telle qu'elle est prononcée par le président de la République, correspond à une forme de réussite qui est, je pense, pour lui, une réussite économique, et qu'il y a une confusion très grave entre ce qu'on a et ce qu'on est. Et donc, quand il ne dit pas les gens qui n'ont rien, il dit les gens qui ne sont rien. Et donc, en fait, ce n'est pas juste ce qu'on obtient de par notre réussite, mais aussi ce qu'on est dans notre être. Donc il y a une confusion entre l'estime qu'on peut porter à un être humain dans sa complexité, et puis à l'évaluation qu'on peut mesurer sa richesse ou sa réussite, notamment scolaire ou professionnelle. Je pense qu'il oublie de préciser qu'il y a une dichotomie entre la réussite personnelle et professionnelle. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'il parle uniquement de la réussite professionnelle et purement économique. Il y a quand même une petite dose de mépris et de condescendance quand on entend cet extrait, mais je comprends ce qu'il veut dire et je pense que quand on veut, on peut, et on peut s'élever économiquement. Tu penses pas que quand on veut, on peut? Absolument pas, parce que... C'est qu'on l'a pas voulu assez alors. Non, c'est parce que avant de vouloir, il faut avoir accès à cette volonté. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait accès aux capitaux informationnels qui nous précisent d'ailleurs où on met cet effort. C'est-à-dire que cet effort, on le place dans un environnement qui nous présente en fait les voies, nous facilite l'accès aux voies. Donc le travail est nécessaire, mais il ne résume pas. Et cette volonté est nécessaire, mais elle ne peut pas, on peut pas réduire la trajectoire humaine à cette disposition individuelle. Parce qu'on est
D'ailleurs, on peut regarder des études à la fois sociologiques et à la fois neuroscientifiques qui nous montrent que les enfants, à partir de l'âge de 5-6 ans, sont déjà déterminés beaucoup plus que par leur potentiel d'origine à réussir ou pas dans les voies que le système finalement évalue comme étant les voies de valeur, de prestige, et donc selon ce que dit le président de la République, sur les voies d'entrepreneuriat et de réussite économique. Et donc, est-ce qu'un enfant de 5-6 ans n'a pas assez voulu ou ne va pas assez vouloir, ou est-ce que déjà on ne peut pas parler des moyens qui sont déjà à cet âge-là, et ça il y a des sociologues comme Bernard Lahey qui travaillent sur sur la société, les privilèges de naissance ne sont pas très différents de l'aristocratie, la méritocratie, et donc une autre forme de tyrannie qui, cette fois, par contre, légitime les inégalités sociales en les renvoyant à l'individu, à son effort et à sa volonté, mais en fait, c'est toujours les conditions d'origine qui déterminent beaucoup plus notre position à l'arrivée. En fait, vous mettez le déterminisme au cœur de votre réflexion. Ça veut dire qu'en fonction de où on est, ça va déterminer toute notre vie. Donc, ce que vous appelez déterminisme, moi, je l'appelle misérabilisme. Dans la mesure où, à 5-6 ans, évidemment, on n'a pas le choix. Mais après, de se dire, c'est toute la dynamique de Sartre, de se dire qu'on n'est pas défini par le passé. On est défini par ce que l'on fait, et c'est ce que disait Roosevelt aussi, les gagnants mettent les moyens, les perdants mettent les excuses. Donc si toute sa vie on se dit, c'est parce que je suis né dans la mauvaise place, c'est parce que j'ai eu ça, eh bien évidemment on va nulle part. C'est à nous de trouver les ressources qui sont gouvernées par des éléments extrinsèques et qui vont être façonnés par l'environnement, mais c'est à nous, au fond de nous, de trouver la ressource pour s'élever et de pas toujours se dire c'est parce qu'avec cette dynamique, on oublie qu'il y a des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés très très haut. Il faut pas oublier que le milieu social, on se dit par exemple, ils ont tout eu. Le capital économique, le capital social, le capital culturel. Eh bien, parfois, dans les familles les plus modestes, c'est là où on a la famille la plus aimante. Et ça vaut tout. Et ça, les gens ne le voient pas aussi. Donc, il y a ce que l'on voit et ce que l'on sait. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, je crois. Alors, j'entends le terme misérabilisme et je vais le remplacer par réalisme. Ça veut dire que, et je ne vais pas citer Roosevelt, pourquoi citer Roosevelt? C'est pas non parce plus que je l'aime penseur. beaucoup. Oui, voilà, mais c'est personnel. On va citer en fait l'ensemble d'états actuels de connaissances sur ce que font les inégalités à notre cerveau. Ça veut dire à ce cerveau sur lequel reposent nos compétences. Et en fait, la nourriture même que nous avons dans ce foyer, l'amour, d'ailleurs, que je rajoute à ces capitaux que nous n'avons pas d'une manière égale, le soutien, les capitales informationnels, culturels, social, économiques, l'espace que nous avons pour réviser nos cours, la profession de nos parents, bien sûr. Si on regarde un peu les chiffres en France, on voit que ça n'a pas trop bougé. Et donc, en fait, tout cela n'est pas un déterminisme fataliste. Tout cela a une étendue écrasante par rapport à ce que nous pouvons, en tant qu'individus, amener. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de survivants. Mais ces survivants, en fait, on parle de biais de survivants quand on dit qu'il y a quelques personnes qui échappent à une condition et on considère que ces personnes-là vont, en fait, biaiser la représentativité du réel. C'est pas parce qu'il y en a qui arrivent des classes populaires qu'on va dire que la mobilité sociale existe. Et donc, ce n'est pas fataliste, et je tiens à le préciser, je ne dis pas qu'il n'est pas possible de contrer ces déterminismes. C'est justement, ce doit passer par une prise de conscience de la présence de ce déterminisme structurel qui nous permet, et l'histoire le montre, de nous organiser collectivement pour les soulever. Ça veut dire que quand les femmes, par exemple, se sont dit « Ah, ben, il y a quelque chose qui fait que nous n'avons pas accès aux mêmes privilèges et aux mêmes rétributions sociales que les hommes », ce n'est pas une femme qui a dit « Je vais travailler de moi-même et je vais contrer mes déterminismes ». En fait, il y a eu une organisation collective qui a suivi cette prise de conscience. Et donc, en fait, le déterminisme n'est pas fataliste, il ne peut être démantelé que par une prise de conscience suivie d'une organisation collective. Alors, je suis assez d'accord sur la prise de conscience, mais ça montre que si certains, ce que vous appelez survivants, que je qualifierais de héros plus que de survivants, non mais c'est quand on part de rien et qu'on arrive très haut, pour moi ça force l'admiration. Donc si certains ont réussi, l'idée c'est de se dire qu'on peut tous y arriver. Moi je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Si on regarde les statistiques des grandes écoles, bien sûr que vous avez raison, on regarde les professions des parents, on prend l'école nationale de l'administration, effectivement les enfants d'ouvriers, je crois que c'est moins de 5% il me semble, pour ne pas dire moins de 1%. Donc là vous avez raison. Mais plutôt que de voir les choses de façon négative en se disant les chiffres sont là, tout est comme ça, je pense qu'il faut aller de l'avant
et se dire oui, quand on veut, on peut. Et je vais vous dire, les classes modestes ont une chose en plus que n'ont pas les gens aisés, ils ont la rage de réussite. Et ça, je vais vous dire, c'est ce qui vous permet d'aller encore plus loin. Parce que si vous venez d'un milieu aisé, où vous avez eu aussi, je rajouterais, l'amour de vos parents, parce que vous pouvez venir d'un milieu aisé et en avoir beaucoup bavé, et ça, les gens ne le savent pas. Eh bien, vous avez la rage. Alors que si vous avez tout eu sur un plateau, mais pourquoi auriez-vous la rage, la dalle, pour vous bouger le matin ? Donc, ils ont aussi ça en plus. Et de dire qu'ils n'ont pas de réseau, il y a parfois dans les classes modestes une très très grande solidarité qu'il n'y a pas dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va qualifier la bourgeoisie. Je refuse toute essentialisation des classes populaires, qu'elles soient romantiques en les renvoyant à des solidarités, authenticité et rage, ou qu'elles soient négatives en disant qu'ils sont fainéants ou qu'ils sont corrompus. Et donc, en fait, je pense qu'il vaut plutôt analyser qu'est-ce qui rend les personnes ce qu'ils sont, plutôt que de dire qu'ils sont naturellement comme ça, et c'est ça qui fait... Et en fait, moi, je regarde les sociétés dans ces chiffres, et je vois que les gens se lèvent très tôt. Ils vont travailler pour des miettes, parce que le prix de leur métier n'est pas valorisé par le système. Et donc, il faut aussi regarder et considérer que ce qui donne finalement la réussite aux personnes, c'est la loi du marché qui définit... En fait, je vois aussi beaucoup de gens de classe favorisée qui passent leur journée à travailler sur eux-mêmes et leur développement personnel, et je suis en train de me chercher. Et donc, cette notion de travail est complètement démunie de son sens, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'effort, et elle n'a rien à voir finalement, est-ce qu'on fait des heures de la lenteur de tous les jours. Donc les corps usés des ouvriers, c'est un phénomène objectif qui nous montre que le travail dans le monde libéral dans lequel nous sommes n'a pas de valeur telle qu'on l'entend, parce que bien sûr je peux comprendre que le mérite, quand on le dit, ça a quand même un vocabulaire positif, c'est-à-dire que ça nous libère de la tyrannie des privilèges de naissance. Or, le travail aujourd'hui n'est pas corrélé à la réussite que j'obtiens. Et donc, je reviens juste à ces personnes qui échappent à leurs conditions. Ces personnes ne sont pas pour autant des self-made. Ils sont manigancés les circonstances de la vie autrement. Il y a des opportunités aussi qui leur permettent de s'en échapper. Et moi, je pense, quelle est la conséquence de la lecture de leur biographie ? Est-ce quelque chose qui fleurit autour de nous ? Ce n'est pas de dire aux autres « bouge-toi et traverse la rue et tu auras ce qu'il faut ». Par contre, de dire « ton passage, qu'est-ce qu'il nous apprend ?» Parce que ton passage, tu peux l'utiliser comme un témoignage des barrières qui ne permettent pas aux autres aussi d'avancer. Et donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de célébrer ceux qui échappent au déterminisme, c'est plutôt de dire, mais levons-les, ces barrières. Moi, je ne suis pas du tout touchée par le romantisme des personnes, des rescapés, des personnes qui disent, oh, ils sont des héros, ils ont gagné malgré les difficultés. Mais enlevons-les, ces difficultés. Plutôt qu'on soit dans la célébration des gens qui sautent comme ça des obstacles, en fait, c'est presque un phénomène sadique social, mais réfléchissons ces obstacles et faisons qu'est-ce que toutes les personnes, tout à l'heure on était toutes les deux d'accord sur le fait que tout le monde doit être dans la capacité de se réaliser telles qu'ils sont leurs aspirations. Donc, si on réfléchit la société comme un lieu où tout le monde a la possibilité de se réaliser, et après les fainéants, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le feront pas, ce serait un projet beaucoup plus réaliste et pas misérabiliste ni fataliste que je ferai dans ce sens. Alors, je vais rebondir sur les travaux qui ne sont pas assez payés. Là, on est tous d'accord que quand on a un SMIC pour payer les factures, c'est plus de la vie, c'est de la survie. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ce qu'il y a derrière la réussite, souvent, il y a l'argent. Et l'argent, c'est pas juste... Je vais distinguer deux choses. L'argent qu'on a hérité, gagné au loto, et l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. C'est pas exactement la même chose. Qu'on a hérité, oui. Mais c'est pas... Dans ce cas-là, il y a la valeur pécuniaire et la valeur symbolique. Ce qu'il y a derrière l'argent, c'est la persévérance, la créativité. On ne devient pas riche en étant salarié à 2 000 €. À la fin, vous aurez peut-être 3 500 si vous avez été un bon soldat. Mais vous ne serez pas riche pour autant. On devient riche parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a été audacieux. On devient riche parce qu'on est sorti des sentiers battus et parce qu'on a pris des risques là où des gens n'ont pas voulu en prendre. On est sorti de sa zone de confort et de la sécurité. Donc oui, ça doit être récompensé parce qu'on parle des entrepreneurs qui ont réussi et pas de ceux qui ont échoué. Donc ça veut dire qu'on a fait preuve de créativité et que cette richesse est largement méritée. Si jamais on devenait riche en travaillant bien à l'école, en gagnant un salaire et en évoluant dans la même société toute sa vie, ça se saurait. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Et donc la réussite des gens qui ont gagné leur argent, je ne parle pas des héritiers, est largement méritée. Est-ce que toi, Sarah, du coup, tu as le sentiment que tu ne mérites pas ce qui t'arrive ?
Ah non, franchement, j'ai tellement bossé, je considère que je n'ai pas... En fait, je considère que j'ai pas été aidée, j'ai peut-être été aidée indirectement. Voilà, mais je considère que j'ai pas tout eu comme certains autour de moi. Alors là, absolument pas, contrairement aux apparences. Et du coup, à quoi on juge le mérite, selon toi ? Bah, quand t'as pas tout qui tombe sur un plateau et que tu dois te bouger par toi-même et gagner ton argent toi-même, a priori, c'est que ça tombe pas sur un plateau. Enfin, moi, je connais des enfants, et tant mieux pour eux, qui ont absolument tout sur un plateau, qui travaillent dans l'entreprise de leurs parents. Pourquoi pas ? C'est pas une critique. Qui n'ont pas forcément réussi leurs études. Mais on a trouvé une solution pour contrecarrer. On a pris une école de commerce très chère et ça s'est bien passé. On a fait ce qu'il fallait pour que sur le papier... ça va. Eh bien ça, je considère qu'il n'y a pas fondamentalement de mérite parce qu'il y a toujours un filet de secours. Je considère que quand on s'est bougé soi-même, alors on a un environnement culturel, on a un carnet d'adresses peut-être qui arrive, mais quand on se bouge soi-même, moi je considère absolument pas que je ne le mérite pas. Vous avez fait quelque chose de ces privilèges. Oui. Alors en fait, il y a une métaphore que j'aime bien, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cette métaphore de la course avec les personnes qui ont une position de 50 mètres et d'autres qui ont de 100 mètres. Alors voilà, avec, si vous voulez, les 50 mètres entre les deux, c'est les privilèges, ça veut dire les coups de pouce qui ont été donnés par les capitaux d'origine. Et en fait, Sarah, si vous avez couru que 50 mètres par rapport à ceux qui ont couru 100 mètres, vous avez quand même couru. Et ça vous donne cette illusion que c'est cette course. Alors vous êtes arrivé. Donc pas encore. Ce qui peut donner l'illusion que c'est parce que vous avez couru, peut-être que vous avez couru très vite. Et ben en fait, c'est ça qui explique votre réussite par rapport à ceux qui ont commencé parce qu'on partait pas au même point. Voilà, donc en fait, alors que cette mesure, elle est impossible. Ça veut dire qu'en fait, pour revenir à ces études de famille, les conditions qui nous écrasent ou qui nous poussent en avant nous sont invisibles et sont multifactorielles. Ça veut dire que ça peut être votre environnement amical, par exemple. Ça peut être les profs que vous avez eus, le regard qui a été porté sur vous, votre apparence physique qui a fait de vous une chroniqueuse aujourd'hui en France, parce que c'est pas par hasard. J'espère pas que je suis là que pour mon physique, quand même. Cela joue, et ça, c'est chiffré aussi d'une manière universelle. À la radio, beaucoup moins, quand même. Mais je ne dis pas que c'est parce que vous êtes une belle femme qui vient d'une belle famille que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Je dis que tout cela rajoute des points de privilège qui le biotype privilège pour vous existe. Voilà. Et en fait, bien sûr qu'il existe. Non, mais c'est une question. Non, mais je vous pose la question à vous. Il existe. C'est au niveau du recrutement, c'est au niveau même des notes que nous donnons aux élèves. Parce que moi, je pense qu'il existe. Bah, très bien. Donc ça nous fait un point en commun. Un point de convergence. Donc, mais ça ne signifie pas que on n'arrive que par ce privilège-là. C'est toujours beaucoup plus complexe et beaucoup plus multifactoriel. C'est plurifactoriel. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce que si je laisse tomber la fiction d'être arrivé par moi-même, est-ce que ça enlève le mystère de mon parcours ? Parce que dans ce que nous sommes, il y a quand même des choses qui ne s'expliquent pas, nos préférences, nos désirs, cette audace que nous pouvons avoir des fois de laisser tomber des parcours de réussite. Donc en fait, cette liberté individuelle, je ne nie pas son existence. Je dis juste qu'elle est là, dans des petits coins de notre vie. Elle a du mal à surgir chez la majorité des gens du monde autour de nous, parce qu'on est conditionné par beaucoup d'éléments. En tant que neuroscientifique, je peux dire que tout ce que nous sommes est conditionné par ce passé, n'en déplaise à Sartre, mais on est conditionné par tout ce que nous avons appris, par tout ce que nous avons vécu, par tous les chagrins, par tous les bonheurs aussi. Et en fait, ce n'est pas un problème, parce que là, ce que je suis en train de vivre avec toi, Sarah, conditionne ma pensée dans une heure. Et donc, en fait, si on est façonné par cette trajectoire, qui est singulière et unique et impossible à démêler complètement. Il faut juste qu'on soit juste réaliste et en regardant les chiffres de la société, en dire on a beaucoup plus de chances d'y arriver quand on a des privilèges et beaucoup moins de chances d'y arriver quand on n'a pas ces privilèges. Et du coup, de réfléchir collectivement de comment rendre ce monde le plus tendance vers l'égalité sans prétendre au fait qu'on soit égaux ou qu'on sera égaux. Enfin, je vous le dis juste, s'il y a une égalité parfaite, il n'y a plus les riches, les pauvres, il n'y a plus tout ça. Enfin, je vous le dis, le système ne fonctionne plus. C'est une réalité économique. Hein. Et est-ce que, du coup, il n'y a pas aussi, dans le discours que vous portez, une forme de désincitation, on va dire, à la prise de risque, au fait de se battre, parce que de toute façon, les forces sont externes et que, de toute façon, on n'y peut rien devant la masse de statistiques très factuelles et sur lesquelles vous avez très bien travaillé, mais qui, du coup, nous empêchent de voir notre propre chemin au sein de tout ça.
Et c'est là, en fait, que non, je refuse de considérer que avoir un regard critique sur les inégalités sociales signifie qu'on n'a rien à faire pour les démanteler. Au contraire, c'est pas juste non, on peut. Non, au contraire. C'est quand on prend conscience des inégalités, quand les ouvriers ont pris conscience de leurs conditions de travail inégales, qui se sont organisés et qu'aujourd'hui nous avons les lois de travail qui nous permettent de travailler d'une manière un peu plus digne, c'est pas gagné. C'est quand les femmes ont pris conscience des inégalités, qui se sont organisées, qu'on a eu le droit au vote, à l'avortement, et encore, il faut quand même qu'on reste vigilant pour ne pas perdre nos droits. C'est quand les minorités ont pris conscience des inégalités, qui se sont organisées et qu'ils ont récupéré des lois qui permettent qu'il n'y ait pas de discrimination à leurs égards. Et donc, non, c'est au contraire, c'est quand on prend conscience des inégalités que l'action est possible. Mon travail, il est centré sur l'analyse de ce qui fait que nous avons des possibilités différentes pour qu'on se réalise en tant qu'être humain. Et je ne prétends pas que l'ascension sociale est la seule façon avec laquelle on peut se réaliser. Il faut aussi qu'on ait une diversification des voies. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait dans la société que nous allons être valorisés beaucoup plus que les autres? C'est aussi une question à se poser. Une fois que les barrières, les inégalités sont levées, on peut aussi se demander pourquoi il y a juste une jauge unique qui définit qui réussit et qui échoue, qui est le battant et qui est le battu. Et donc, quels sont les métiers de prestige et les métiers qui sont les derniers de corvée. Et puis, on va considérer, par exemple, que les entrepreneurs sont aujourd'hui les premiers de cordée. Pourquoi ? Parce que si on revient 100 ans en arrière, ça a été... pas. Voilà, en fait, c'était alors c'est le rêve américain aussi, avec les pères fondateurs, de considérer que s'enrichir avec la loi du marché, c'est la seule façon de ruisseler sur la société. Et donc, on peut aussi supposer qu'avec les problématiques que nous avons aujourd'hui par rapport à la technologie, que dans 50 ans, ça serait autre chose qu'on voudra. Oui, bien sûr. Et donc, avec l'absurdité et la fluidité de ce système, est-ce qu'on ne devrait pas aussi réfléchir l'hiérarchie de l'estime qu'on accorde à certains en considérant que eux, ils ont le parcours en or et d'autres qui l'ont en, je sais pas, aluminium. Non mais là, vous avez un discours qui est plutôt positif de se dire on va réfléchir globalement. Mais la réalité, c'est quand on regarde par exemple les gilets jaunes, quand on regarde plutôt des individus, ils ont juste la haine. La haine de voir que certains ont des privilèges qui selon eux sont immérités ou démérités, et ça leur crée plus de la haine, l'envie de tout casser, on l'a vu avec les Black Blocs, plutôt que de se dire eh bien on va tous s'asseoir et réfléchir collectivement. Ça c'est un mythe. Je crois que ce n'est pas possible. Ils attendent des aides, ils attendent de se dire c'est à Monsieur Arnaud de nous faire un chèque en blanc. Ils attendent plus de l'aide plutôt que de se dire bon, faut pas attendre quelque chose de l'État, c'est à moi de me lever et de me dire je vais m'en sortir. Et si moi je peux pas m'en sortir parce que j'ai un travail à 1 200 €, j'ai 4 enfants, pour moi c'est pas possible. Eh bien je vais le faire pour mes enfants. Et je crois que c'est vraiment au niveau de l'individu que ça se joue. Tout ne peut pas se résoudre à l'échelle collective. Si on attend que la collectivité se réveille, je crois qu'on va attendre longtemps. Oui, alors moi, j'ai l'impression qu'on revient à la case de départ. Ça veut dire que des individus puissent se bouger d'eux-mêmes. Ça va créer des réussites individuelles, mais ça ne changera rien au système. Justement, pour élaborer là-dessus, tu penses que le fait de réussir à s'asseoir en collectif pour résoudre ces problèmes-là, tu penses que c'est un mythe ? Ah oui, bien sûr. Je pense que je vois mal... les droits des femmes, comment vous pensez que ça... Non, bien sûr, il y a quelques lois, heureusement, qui étaient tout à fait nécessaires, où ça a marché. Mais là, quand on regarde le pouvoir d'achat des Français qui gagnent le SMIC, je vois pas comment c'est possible. Les employeurs ne pourront pas payer plus, donc c'est tout le système qu'il faut revoir. Et comment vous pensez que vous avez aujourd'hui votre chômage, si vous voulez arrêter votre congé maternité, si vous voulez le prendre, je pense que je le prends pas. Vous prenez pas votre congé maternité? Je pense pas. Vous pensez qu'une femme dont le corps il a subi l'accouchement d'un Après, c'est des choix personnels. Quand je dis je le prends pas, je prends 10 jours. Après, je peux pas prévoir, on le voit à l'instant T. Il y a des accouchements qui se passent bien, d'autres moins bien. Chaque femme est différente aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas trop attendre de la société. C'est-à-dire, moi, dans mon monde idéal, par exemple, ce serait chacun met de côté. Et à la retraite, chacun voit comment il a réussi à mettre de côté. Je trouve que c'est un discours, autant on peut s'accorder sur certains points, mais c'est un discours tellement dangereux de revenir en arrière sur des droits qui ont été acquis à force de lutte. J'enlève les classes les plus précaires. J'enlève. Mais non, même votre corps, mon corps, mérite au niveau du corps
que la société nous offre des facilités pour qu'on puisse exister d'une manière égale. Donc non, quand vous subissez une grossesse, vous avez droit à un congé. Quand vous êtes à 60 ans et que vous avez eu un métier qui a usé votre corps, vous avez droit à la retraite. Le droit, mais si on a envie de continuer. Des corps, de la réalité des corps, c'est aussi objectif. C'est pas une question morale, c'est une question objective. Alors peut-être que toutes les deux, on aime bien ce que nous faisons. On est là, on s'assoit, on parle, on discute. Ce n'est pas je parle pour moi, je parle pas pour le autre. Mais ce n'est pas la réalité de ce. Mais quand vous dites que pour vous, vous voulez pour pas la retraite de ces privilèges, eh ben en fait, il faut continuer la phrase et dire c'est parce que j'ai un métier qui est un métier de prestige et un métier de reconnaissance sociale que vous aimez. Eh ben c'est pas la réalité. Ce que moi je veux là majorité de la pour un société ouvrier, que vous critiquez, bien sûr, que vous jugez. je ne critique pas. Justement, j'ai dit que c'était les gilets jaunes. Vous parlez de gilets jaunes quand même. Vous parlez des gilets jaunes. Les gilets jaunes qui cassent tout, oui, je critique. Oui. Mais qu'est-ce que vous savez de par ce que vous faites dans votre vie, de la réalité du vécu de ces personnes? Mais la réalité du vécu, c'est une chose. Aller casser le Fouquet's, qu'est-ce que ça leur apporte? Ça paye pas les factures. Hein. Alors moi, je n'ai aucune estime pour le Fouquet's. Non, mais je pourrais dire... Je ne considère pas que la violence... Vous avez compris la métaphore, le Fouquet's ou autre chose. Oui, je comprends. Mais je veux dire que la violence structurelle, c'est une violence qui écrase les corps. On ne peut pas légitimer la violence. Invisible. Et je ne suis pas touchée par les discours qui disent « Oh là là, on a cassé une vitrine ». Je suis beaucoup plus touchée par les corps des ouvriers, les dos qui sont brisés, casser LVMH, vous cassez LVMH, qui est quand même grand créateur d'emplois, qui crée beaucoup d'emplois en France, et en quoi ça a payé les factures? En quoi ça... En rien. Alors à quoi ça sert? Parce que la colère, elle n'est pas polie. Il faut plutôt que nous... Donc vous légitimez leur violence? Non, je m'intéresse aux origines de la colère. Et je ne suis pas là à comptabiliser les conséquences de ce qu'on brise. Parce que Donc les conséquences pécuniaires pour vous n'ont pas de conséquences? Ce n'est pas là où moi mon travail réside. Moi, quand je vois des gens en colère dans la rue, je me pose la question, d'où vient cette colère? Comment on peut l'organiser? Est-ce qu'on a échoué à l'organiser? Oui. Mais est-ce qu'on aurait pu l'organiser? Oui. Et donc, mon travail, c'est de dire que les personnes ne sont pas naturellement casseurs et casseuses. Elles ne sont pas naturellement comme ça, descendent dans la rue et jalouses et veulent détruire ce que possèdent les autres. Non. D'où viennent, quels sont les contextes qui font naître ce ressentiment? Quels sont les contextes qui font naître ce sentiment d'être dénigré? Et ça, c'est sociologiquement explicable et biologiquement explicable. Ça veut dire quand nos statuts sont écrasés sur des générations, quand on est considéré comme étant les gens qui ne sont rien, et bien en fait, naturellement, cette attaque à mon statut en tant que neuroscientifique crée en moi une blessure qui est équivalente à une blessure physique. Et donc, je vais me défendre avec mon corps, comme si j'étais attaquée dans mon corps. Et donc, moi, c'est ça mon job. C'est ça mon intérêt. Après, est-ce que vous voulez dire à ces gens comment canaliser cette colère autrement? Je suis curieuse. J'en serais bien incompétente. Voilà. Et ça pour le coup, je suis une citoyenne comme une autre qui, quand je suis avec mon fils et on traverse une manifestation et quand ça commence à brûler, à casser, je prends mon fils et cours. Mais je ne condamne pas les origines de cette colère. Et je ne condamne pas sa légitimité. Après, comment elle s'exprime, c'est des choses que nous pouvons réfléchir encore une fois collectivement, parce qu'on peut aussi réfléchir pourquoi il n'y a pas d'autre exutoire. Pourquoi il n'y a pas d'autres exutoires qui permettent d'exprimer cette colère autrement? Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Donc sans vouloir trop provoquer, est-ce que tu as plus de sang sur les mains que les gilets jaunes, Sarah? Sans vouloir trop provoquer. C'est bien d'avoir précisé que tu ne voulais pas provoquer. Là, Non, mais je pose la question évidemment de manière provocatrice, mais l'idée de fond, c'est est-ce que la violence symbolique que la classe sociale à laquelle tu fais partie représente,
est plus puissante que la violence dans la rue Il n'y a pas de violence symbolique avec une interprétation de cette violence. Moi, j'ai pas le sentiment d'être violente. D'ailleurs, je suis la première à la télé quand on me dit j'ai été heurtée, quand il y a des gens qui me disent dans la rue, voilà, ce que vous avez dit, ça m'a heurtée, je présente mes excuses. Voilà, je dis, je vous prie de m'excuser, c'est l'interprétation que vous en avez faite qui est pas forcément la bonne, mais je crois pas que la violence symbolique soit pire. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la violence ? C'est aussi une question qu'on peut se poser, et selon moi, il y en a une. La violence physique est bien plus violente. Je veux dire, il y a un moment où, oui, c'est eux qui, à la limite, c'est pas, moi, j'ai pas de sang sur les mains, au sens propre comme au sens figuré. Alors, vos privilèges ne font pas de vous responsable de l'usure des corps des autres. Par contre, le système duquel vous êtes le produit en est responsable. Après, dans ce que vous dites, des fois, il y a une violence qui est verbale, qui est symbolique, qui est condescendante, qui dénigre et qui signifie, d'ailleurs, il y a une forme de généralisation d'un trait de caractère attribué à un groupe très divers de personnes, avec des aspirations très différentes, en les renvoyant à un seul geste, qui est le geste de casser. Or, en fait, ces personnes portent une multiplicité de ce qu'ils sont et des aspirations qu'ils peuvent avoir. Mais ce qu'on retient, c'est qu'ils ont cassé. En tout cas, les médias, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont tout cassé. Et qu'ils le refont. On peut retenir ce qu'on a envie de retenir aussi. On retient les dommages, les préjudices économiques, on retient qu'ils ont cassé, qu'ils n'ont rien retiré. On retient ce qui nous intéresse dans ce qui se produit. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ce que je retiens, c'est qu'il y a une évolution du récit qui questionne sur pourquoi on est discriminé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre réalité soit... Et vous apportez quoi comme solution ? Parce qu'on peut faire plein de constats, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Il y a des personnes comme vous, qui ont les mêmes parcours d'études que vous, qui luttent pour que les lois soient beaucoup plus justes envers ces personnes. Moi, je ne suis pas parlementaire. Hein. Oui, alors, mais vous êtes avocate. Donc, oui, mais ce n'est pas moi qui édicte la loi. Justement, comme ce que dit Gisèle Halimi, c'est que des fois, les réalités du monde font qu'on fait évoluer aussi les lois. Il y a la jurisprudence, il y a la loi et il y a la jurisprudence. Voilà. Mais moi, je ne confectionne pas la loi, je ne suis pas parlementaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, au niveau de regard que nous portons sur les autres, et qu'en fait, il y a une charge de discrimination très lourde qui est portée par certaines minorités en France, ou par certaines majorités aussi, parce qu'on se demande aussi où se trouve la classe moyenne aujourd'hui. Et il y a un besoin de personnes comme moi qui se prononcent différemment que des personnes comme vous et qui rappellent que ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas assez travaillé qu'on n'a pas réussi, mais il y a aussi une condition collective, une condition qui est invisible et qui nous lie et qui peut expliquer beaucoup plus notre ralentissement. Et c'est en prenant conscience de cela qu'on peut se poser la question de comment peut-on s'en échapper collectivement. Et donc, ce discours s'infiltre même dans les croyances des battus, des vaincus, qui finissent par croire qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Ou qu'ils ne l'ont pas assez voulu. Ou qu'ils n'ont pas assez voulu, ou qu'ils n'ont pas assez eu le patrimoine génétique de luxe que vous avez. Et en fait, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'avais un patrimoine génétique. Est-ce entièrement faux, selon vous ? Quoi ? Est-ce entièrement faux, selon vous ? Oui, c'est entièrement faux parce que ça nous empêche d'avoir de la compassion pour soi, mais aussi pour les autres. Donc en fait, je pense que nous manquons, quand on est vaincu, de compassion pour soi, et nous manquons quand on est vainqueur de compassion pour les autres. Et en fait, une prise de conscience qui n'est pas morale, qui est juste réaliste, dans laquelle on reconnaît que nous sommes le produit de beaucoup d'éléments qui sont externes à nous-mêmes. Et donc, dans ce cas, on arrête de nous prendre tellement au sérieux en tant qu'individu et de prendre notre trajectoire tellement au sérieux, comme si, en fait, il y a un public comme ça qui nous suit, qui nous applaudit. En fait, les parcours des personnes qui réussissent, mais à part vos parents, personne se fiche de ce qu'on fait comme réussite. Mais parfois, même les parents s'en foutent, je vous rassure. Oui, voilà. Donc, on peut se passer de cette compétition sociale et on peut se demander comment peut-on réellement considérer autre chose que le mérite pour asseoir notre estime humaine, donc quelque chose qui est détaché de nos réalisations, de nos diplômes, parce que finalement, le mérite finit par se résumer à cette même jauge unique qu'est les diplômes, qu'est le parcours scolaire, parce que le parcours scolaire, il est quand même la voie
d'or pour nous amener au métier de prestige et finalement à la réussite économique qui va se confondre avec la réussite personnelle. Parce que justement, c'est ça aussi qui fait que le capital économique va venir se déverser sur les autres privilèges de la vie. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer notre société dans laquelle il y a la possibilité que nos préférences ne soient pas toutes en train de se diriger, de se converger vers un même ruisseau qui est celui des classes préparatoires, des grandes écoles, des métiers de luxe, et d'imaginer un monde dans lequel notre singularité, notre diversité est respectée. Ce que vous dites est vrai actuellement et encore, et était très vrai il y a 50 ans, mais actuellement, avant on pouvait dire ce que vous faites entre 17 et 25 ans, ça détermine votre vie parce que c'est là que vous passez vos diplômes. Si vous avez raté le coche, c'est fini. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire avant. Maintenant, avec les nouvelles technologies, vous pouvez, et j'en connais, vous mettre sur votre téléphone et générer des centaines de milliers d'euros. Avoir un iPhone, alors il faut le payer, certes, mais il est vite rentabilisé. Je trouve qu'il n'y a plus trop d'excuses pour ne pas trouver comment faire, même sans diplôme. Parce que même sans diplôme, vous pouvez aller jusqu'au bac. Bon, après, vous pouvez pas, aussi ne pas y aller, pourquoi pas. Si vous n'arrivez pas à y aller ou si vous avez trop de difficultés, ça arrive. Mais avec les nouvelles technologies, vous avez tout un panel de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Et avec ça, vous pouvez avoir 20 ans et générer énormément de revenus qui seront incertains, parce que dans 10 ans, on ne sait pas si ça existera toujours, mais vous pouvez réussir. Et ce n'était pas vrai il y a 50 ans. Mais vous continuez à confondre la réussite avec la réussite économique. Et d'ailleurs, quand vous gagnez des centaines sur votre téléphone, oui, vous le faites au détriment des autres. Il y a toujours quelqu'un qui s'appauvrit. Là, je prends l'exemple de TikTok. C'est l'application qui paye les personnes, les créateurs de contenu, par exemple. C'est pas une personne physique qui paye derrière. Et c'est basé sur l'exception, sur l'exclusion des autres qui n'y arrivent pas. Donc encore une fois, on retombe dans le biais des rescapés. Et non, on est dans l'espoir. Qui s'échappent. On est sur les modèles de réussite. Donc, moi, je veux pas donner de nom, mais j'ai des modèles de réussite. Et souvent, ces modèles-là, ce sont des personnes qui viennent de classes extrêmement modestes et qui ont réussi à très haut niveau. Et qui ont cette sensibilité, ce parcours qui force l'admiration. Et vous dites, non, j'ai pas d'admiration pour ces personnes. Vous êtes en train de laisser tomber l'école dans ce discours. Ça veut dire plutôt qu'on laisse tomber ce chantier magnifique dans lequel on peut négocier nos différences, dans lequel on peut apprendre à faire du lien avec les autres, qui est devenu d'ailleurs une fabrique de réussite économique. Et en fait, moi, je pense que la bataille se fait aussi au niveau de ce chantier, dans lequel aussi on peut commencer à considérer qu'on n'a pas besoin de cette réussite, reconnaissance sociale à travers les profils d'influenceurs, qu'on peut commencer à réfléchir que est-ce qu'on a besoin d'autant d'argent ? Est-ce qu'on a besoin de faire le tour du monde liberté pour considérer... Mais attendez, l'argent, c'est la liberté. C'est pas l'argent au sens pécuniaire. Non, parce que l'argent achète votre liberté. Je suis pas aussi l'experte de ce domaine, mais il y a beaucoup d'épidémiologues, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le stress qui est généré par la richesse. Je pense qu'en fait, j'ai aussi de la compassion pour les gens qui s'enrichissent, parce qu'ils sont aussi dans une anxiété de performance, dans une peur de perdre les statuts. Et il y a beaucoup d'études qui vous démontrent que l'argent ne vous achète pas quoi que ce soit, ça achète bien-être, à partir d'un certain niveau dans lequel vous vivez dignement. Vous avez dit qu'il y avait un seuil au-delà duquel on était bien, on avait ce temps libre. C'est à peu près quel niveau ? Il s'agit de 2 000 euros par mois, de 5 000, de 10 000 ? Ça a été calculé aux États-Unis au niveau de 6 000 $ pour vivre super bien. Moi, je pense que ça va correspondre pour chaque société à une somme qui permet de bien manger, avoir des conditions salubres de vie. On n'a pas besoin de nous déplacer avec l'avion parce qu'au bout d'un moment aussi, ça ne correspond plus aux limites, de la planète. Si on a envie de voir le tour du monde par curiosité, pour découvrir le monde et s'ouvrir l'esprit. Oui, j'espère que ça ne sera pas le rêve de la génération qui arrivera avant. J'espère que la génération qui va dire que le tourisme, c'était vraiment n'importe quoi. Mais attendez, on a quand même le droit. Attendez, on a le droit d'aller. C'est agréable de voyager. Vous voyagez, vous voyez plein de choses que si on reste toujours dans la même ville, c'est mauvais pour la créativité, pour l'ouverture d'esprit. C'est intéressant de se déplacer, de voir de nouvelles cultures. Les personnes qui voyagent beaucoup, c'est pas les personnes les plus ouvertes d'esprit. Mais ça dépend ce que vous faites pendant vos vacances, mais oui, très bien. Donc en fait, je pense que il faut aussi le minimalisme et de vivre, de se contenter du moins possible. Oui. Je considère que c'est après c'est ma définition. La société nous a en fait réduit à des personnes qui consomment, à des personnes qui croient que par la consommation on a de la valeur sociale et on a de notre propre estime de nous-mêmes. Il est réduit à cette consommation. De un,
un, ce n'est pas vrai. Mais c'est pas vrai pour vous. Psychologiquement. De deux, ce n'est plus possible parce qu'on doit changer nos modes de consommation. Mais c'est pas là, on on doit. rentre dans un discours mais c'est un autre débat. presque de climato-scepticisme, j'ai l'impression. Donc en fait, mais je suis pas du tout climato-sceptique, c'est que chacun est encore libre de prendre un avion pour aller visiter les États-Unis. Encore. J'espère que ça donc pour vous, faut plus voyager. Dans 30 ans, faudrait plus voyager. Dans 30 ans, je pense que voyager pour les contraintes, oui, mais voyager pour le faire plaisir. le tour du monde, parce qu'on a envie de nous ouvrir pour le les plaisir. idées. Je pense, vous savez, prenez votre voiture pendant 1 heure, vous êtes dans une banlieue, et ça vous permettra de vous ouvrir les idées et de regarder la réalité du monde, et que ça serait pas aussi... Et là, vous êtes condescendante parce que vous faites comme si j'étais dans le 16e arrondissement et que je n'en bougeais jamais. Déjà, vous n'en savez rien. Vous parlez des personnes qui cassent que vous les connaissez pas. Non, je les connais pas. Les personnes qui cassent dans la rue. Donc en fait, je les connais pas personnellement. Ça nous semble très exotique d'aller nous balader dans des rues en Inde, et par contre de prendre 1h30 pour aller voir la réalité de ce que vivent ces personnes que vous jugez. Là, on est sur le voyage et le plaisir. Les gens ont encore le droit, selon moi, d'aller aux États-Unis pour voyager. Et vous me dites non. Ils ont encore enlevez-le encore alors. Oui. Ils ont encore et pour vous, ça serait mieux que personne ne voyage. Je ne suis pas une personne exemplaire à ce niveau. J'espère que... Parce que tous ceux qui donnent des leçons, souvent, ne sont pas exemplaires. Je ne parle pas de vous, mais souvent, on a des gens qui nous donnent des leçons et franchement, quand on regarde leur bilan carbone, c'est pas les mieux. Donc, en fait, du coup, je représente la réalité de la capacité que nous aurons dans les années à venir à avoir des désirs et des aspirations de faire le tour du monde pour le plaisir et d'être des digital nomades et toutes ces idées qui, en fait, nuisent énormément à tout espoir de sauver ce qu'il reste à sauver. C'est un discours très pessimiste que vous allez appeler réaliste. Mais... Je pense que la France est un très très beau pays et comme vous avez dit, on peut nous balader en France et passer de très très bons moments, on n'a pas besoin. En fait, finalement... Mais pourquoi se contenter toujours du moins possible ? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, cette idée de gagner de l'argent pour s'enrichir, elle se base sur l'envie de posséder, de consommer, en fait, des produits qui finalement ne nous ramènent aucune satisfaction. Il faut être un peu épicurien aussi, il faut aussi profiter de la vie. Quand vous avez travaillé dur pour gagner votre argent, si vous avez envie d'aller dans de très bons restaurants, bon, moi j'aime pas trop les voitures. Oui, pourquoi pas. Si vous avez envie de profiter... Je pense qu'un discours anti-méritocratique nous permettrait d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, pour les autres et pour la nature. Et je pense que l'inverse nous met dans une vanité, dans une supériorité par rapport à ces objets, tout pour satisfaire ces désirs qui nous appartiennent, parce qu'on est épicurien et parce qu'on a envie et parce qu'on a les moyens. Donc je pense que... Parce qu'on s'est donné les moyens de gagner notre argent et d'en profiter. Voilà, mais faire société, ce n'est pas suivre sa liberté infinie. Pour vous, la liberté n'est pas ce qui prime ? Non, d'accord. Bien sûr que non. Pour sinon, moi, oui, la liberté prime. Je ne viendrais pas faire ce débat si la liberté est ce qui prime. J'étais en train de regarder une très belle série. Je serais restée chez moi. Je viens parce que j'ai un contrat d'honneur avec toi. Et donc, non, heureusement qu'on n'est pas libre. Heureusement. Si tu avais voulu annuler, je pense que tu aurais réussi à annuler et que tu avais cette liberté quand même. Mais ça ne fonctionnera pas. Ce ne serait pas chouette, une société dans laquelle je fais ce que j'ai envie. Ça serait pas chouette. Donc il faut une vie de contraintes où on se met des contraintes nous-mêmes pour les autres et on s'empêche de vivre. Ce n'est pas une contrainte, c'est le contrat social que nous construisons pour pouvoir fonctionner ensemble. Mais la société quand même en pleine mutation, on voit bien que le contrat social tel qu'il existe initialement, on s'en éloigne. En fait, c'est intéressant parce que je suis quasi certaine que votre position sur le voile, que votre position sur la liberté des individus, elle va pas du tout être en cohérence avec ce que vous venez de dire. Et donc en fait, pourquoi ? Parce que vous allez dire... Ça, c'est vous qui le préjugez. Parce que vous allez dire que la liberté, elle a ses limites parce qu'on fait société. Et donc en fait, c'est quand ça nous arrange qu'on brandit cette liberté. Et en fait, c'est très intéressant comme question parce que c'est une question qui est fluide. Là, il y a la laïcité quand vous prenez. Il y a la question de la laïcité. La laïcité, c'est une contrainte dans laquelle je demande aux personnes. Là, c'est une contrainte qui vient de plus haut. C'est pas une contrainte individuelle de prendre l'avion. C'est une contrainte qui demande aux individus de pratiquer leurs croyances chez eux. Voilà, mais ça, c'est une contrainte qui vient de plus haut. Bien sûr, mais c'est une contrainte. Vous n'avez pas la liberté de sortir et de m'obliger à avoir les mêmes croyances. Évidemment non. Mais c'est une contrainte qui vient de plus haut pour vivre en société. Moi, je parle de la liberté stricto sensu individuelle. Ça veut dire que j'ai le droit de gagner beaucoup d'argent si j'y arrive et j'ai le droit de le dépenser comme je le veux et d'aller au bout du monde si j'en ai envie. Ok, très bien. Donc si vous avez conscience des processus économiques qui permettent cet enrichissement et que vous voyez que cet enrichissement arrive au détriment des autres, parce que si vous gagnez des centaines et des milliers en cliquant sur une application... Et là, je parlais pas de moi. Oui, et en fait, ça veut dire qu'il y a des gens, au l'autre bout,
qui sont en train de s'appauvrir, voire à mourir. Donc il faudrait que ces gens-là se disent je vais moins gagner parce qu'au bout, quelqu'un que je ne connais pas va moins bien vivre. C'est votre théorie. Ah oui. Et vous pensez que des... Complètement. Non mais ce n'est pas ma théorie. Je pense que c'est votre avis, en tout cas. Complètement cette idée que j'accumule des richesses comme si en fait ça venait de nulle part. Comme si ça vient pas de nulle part. Attendez, quand on a gagné, quand on a travaillé à la sueur de son front, ça vient pas de nulle part. C'est la sueur de son front, un entrepreneur qui travaille dans un bureau. Bah ouais, et qui dort pas et qui travaille 60 heures ou bien plus par semaine, oui. Ok, donc moi quand je prends le métro à 8h du matin et je vois les gens fatigués qui vont travailler à la banlieue de Paris, dans les usines, ou des éducateurs là, il y a de la fatigue physique, matin, ça c'est pas la sueur des fronts qui est récompensée par des miettes. Donc ça, ce travail... Mais j'ai pas dit que c'était normal ça. Ce travail qui n'est aucunement autant valorisé que le travail d'un entrepreneur qui arrive à 10h30 parce que lui il est pas du matin et du coup il passe 3 coups de fil. Vous êtes trop condescendante avec les entrepreneurs. Ils ont pris des risques. Ça veut dire que vous les méprisez, les entrepreneurs. Mais ils ont pris des risques de malades pour arriver là. Vous savez, en fait, je vous invite à regarder les chiffres d'où viennent les entrepreneurs. D'où viennent les entrepreneurs aujourd'hui, de quelle classe sociale. Vous me les enverrez. 70% des entrepreneurs sont des hommes, comme par hasard. Pourquoi ? Parce que les femmes ne prennent pas assez de risques ? Non, parce que c'est des milieux qui vous permettent de prendre des risques. Parce que vous avez une fortune qui vous permet de prendre des risques. Alors déjà, il y en a de plus en plus de femmes. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Bon, au CAC 40, il n'y en a pas beaucoup, ça je vous l'accorde. 30%, on n'est pas gagnant. Alors, si le gouvernement, aujourd'hui, ne soutient pas l'entrepreneuriat, eh ben, vous pouvez les prendre vos risques tous les jours, comme vous voulez, avec la créativité et les traits de personnalité, de persévérance. Mais vous êtes trop condescendante à l'égard des entrepreneurs parce que vous ne reconnaissez pas leur mérite. C'est ça, moi je comprends pas. Je reconnais même pas mon propre mérite, donc ça va. Je veux dire, je ne suis pas sensible à ces arguments. Je ne suis pas sensible à la valorisation des traits de personnalité des personnes. Ça concerne leurs proches. Je veux dire que pourquoi je dois ériger des statuts pour les gens qui s'enrichissent ? Je ne comprends pas. Même ériger des statuts pour les personnes qui sortent de leur classe sociale. Tant mieux pour vous, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire que les personnes qui arrivent au bout de l'Everest, je veux dire, la montagne, ils s'en fichent complètement, et moi aussi. Et donc, chacun suit ses parcours, suit ses préférences, suit ses désirs. Vraisemblablement, ces gens, ils le font pour eux-mêmes. Ah bah oui. En fait, du coup, vous ne le faites pas pour moi, donc n'attendez pas à ce que je vous applaudisse. Alors, par contre, que des personnes célèbrent leur enrichissement sans aucune conscience de ce que cet enrichissement coûte aux autres, je trouve ça, moi, une victoire qui n'est pas méritée. Dans le sens que je veux bien, en fait, que je dise « j'ai travaillé dans mon jardin j'ai pas dormi et j'ai parlé aux plantes et au bout d'un moment, j'ai eu des tomates plus bonnes que tes tomates », oui, ça c'est le travail. D'accord. Mais par contre, que quelqu'un qui profite d'une loi, d'une contingence historique, économique, qui permet que ce capital soit multiplié par 1000, par 10 000, par rapport à d'autres types de travail, en fait, je dis, admettons que le monde est comme ça. Admettons que le monde est comme ça. Plutôt qu'on soit dans une fiction. Est-ce qu'un gagnant de cette loi du marché veut lui-même se jeter des fleurs, qu'il le fasse. Par contre, ça ne serait pas moi qui va le faire pour lui. Et donc, c'est ça que je trouve quand même des fois absurde, c'est que ce sont quand même... La loi du marché, elle est claire pour tout le monde. Pourquoi ? Non, il y en a qui ne la comprennent pas. Ah ben voilà, donc je comprends que vous la comprenez. Alors je me dis, mais comment c'est possible de voir comment ces personnes s'enrichissent et continuer à les considérer comme des héros ? Mais je trouve ça d'une naïveté. C'est pas naïf, c'est que vous, selon vous, de ce que je comprends de ce que vous dites, un entrepreneur a réussi grâce à des éléments externes et quelqu'un qui souffre de sa situation, c'est parce que le système est mal fait. C'est aussi la compréhension du système qui permet de voir comment s'en extirper et comment l'optimiser au maximum. Ça veut dire qu'on peut pas se dire « oui, mais la loi est comme ça ». Bon, très bien, la loi est comme ça, eh bien on va s'en accommoder et faire en sorte d'en tirer le maximum de profit. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi du... l'argent, et qu'on le veuille ou non, reste la monnaie, le moyen de transfert de valeur absolument universel, et probablement la langue la mieux parlée dans le monde, bien tristement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un discours derrière qui sous-tend, qui est il ne faudrait pas aspirer à cet argent, et c'est ce que tu veux nous dire, Samar ? Alors, je ne sais pas si je peux dicter les préférences des gens. Non, mais en tout cas, ce que tu inciterais pour la société, oui. quoi.
Par contre, je pense que depuis notre enfance, on est incité à cette compétition sociale, on est incité à cette les illusion. notes. Voilà, déjà les notes, l'hiérarchie, l'exclusion, qui est basée aussi sur l'exclusion, parce que celui qui gagne donc signifie qu'il y en a qui perdent. Il y a aussi cette illusion que la richesse peut nous garantir en fait nos besoins psychologiques primordiaux. Et donc, ce n'est pas depuis toujours que ça a été comme ça. Donc aussi, cette réalité-là, elle peut changer. Pour vous, ça s'est aggravé ou arrangé ? Ça s'est aggravé D'accord. avec le système néolibéral qui rend l'argent comme objectif et pas comme moyen. Après, libre à vous de déterminer vos objectifs, vous voyez ? Alors, en fait, du coup, pour ne pas être aussi radical comme je peux l'être, disons qu'on peut avoir une variété d'aspirations et que la société laisse place à une variété d'aspirations. Sauf que l'aspiration de la richesse rend impossible que les autres aspirations existent. Et donc, avoir le capital économique aujourd'hui permet d'avoir le capital temps, permet d'avoir le capital culturel, permet d'avoir le capital social. Qu'en fait, quand j'entends des gens qui disent « Mais non, vous pouvez aussi vous réaliser en étant musicien ». Non, en fait. C'est plus difficile. Donc, en fait, oui, voilà, parce qu'il faut avoir le capital économique qui vient permettre la prise de risque, de tenter des métiers. Oui, quand ça. on entend Laurent Wauquiez qui dit les métiers de prestige et puis les métiers fantaisistes, qui sont les métiers d'art et de... Donc, en fait, il y a aussi une hiérarchie de ce qu'on considère comme étant les vraies trajectoires. Les vraies trajectoires qui permettent de générer l'argent et puis les autres aspirations qui peuvent être des aspirations qui sont détachées d'une ascension sociale mais qui continuent à maintenir le besoin de dignité humaine. Ça veut dire que moi je peux vouloir continuer à être institutrice ou instituteur, sachant que je vais gagner très peu par rapport à ce que je fournis. Je pense que c'est 30 centimes par rapport d'heure, par rapport aux 10 000, je ne sais pas dire n'importe quoi des chiffres, hein, c'est des calculs qui font que le prix de l'heure de l'instituteur... Le taux horaire. Voilà, par rapport à un avocat ou par rapport à un consultant est juste minimal. Et donc, en fait, il faut aussi qu'on réfléchisse que ce qu'on considère comme étant quelque chose qui a de la valeur pour la société. Et je ne dis pas qu'il faut réfléchir une autre hiérarchie dans laquelle on met les métiers de soins, etc. Non, dans laquelle on considère que ce que je fais n'est pas ce que je suis. Oui, la confusion être et avoir. Donc, on revient à la première vidéo, finalement. Voilà. Et donc je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi nourri par l'école. Donc, c'est l'école, aujourd'hui, le lieu dans lequel les inégalités sont le plus creusées. Et l'école peut être aussi le chantier dans lequel ces inégalités sont réfléchies d'une manière critique et négociées par la possibilité de la pensée critique déjà présente chez les enfants. Donc il faut qu'on arrête d'infantiliser les enfants en quelque sorte et de les considérer capables de comprendre comment fonctionne leur situation sociale et pas juste leur disposition. Bon, là, je suis plutôt en convergence avec vous, dans la mesure où c'est sûr que si vous voulez être musicien, pour faire le crash test et éventuellement être le seul qui réussit sur 10 000 personnes, parce qu'il y aura une réussite, il n'y en aura pas 500, c'est comme les jeunes filles qui veulent devenir mannequin ou actrice. Et j'ai pas de condescendance pour ces métiers-là, c'est simplement que économiquement, ça me paraît quasiment impossible de démarrer de zéro. Il faut avoir un socle financier pour pouvoir se lancer. Et vaut mieux avoir un carnet d'adresses bien fourni, sinon ça va être compliqué. Donc sur ce point-là, je te rejoins complètement. Et donc en fait, moi je cite et sur l'école aussi, un terme qu'on cite pas assez, c'est la solidarité. Ça veut dire que la solidarité, c'est aussi une possibilité dans laquelle ceux qui ont profité de capitaux pendant des générations, peut-être peuvent aussi les partager avec ceux qui l'ont. Ah bah non, je considère que c'est pas aux individus, aux particuliers de contrecarrer les défaillances étatiques. Ça non, je vois pas pourquoi. Ce serait aux individus qui se disent, moi sur plusieurs générations j'ai bénéficié de temps. Là, on va parler des héritiers, donc là, j'en fais pas partie. Se dirait, je vais redistribuer. Non, c'est pas aux particuliers de contrecarrer la dette, de contrecarrer le pouvoir d'achat. Non, c'est pas aux particuliers. Si on veut défendre la méritocratie, admettons que je vais défendre la méritocratie, loin de moi. Et si je veux la défendre, elle se base sur une première condition, qui est l'égalité des conditions. Ça veut dire il n'y a pas d'égalité des conditions. Voilà, donc il y en a pas. Tant qu'on est dans une héritocratie, on ne peut pas réfléchir à la méritocratie. Alors moi, même si on démolit l'héritocratie et la méritocratie, je ne serai toujours pas contente. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune ou un jeune qui nous regarde et qui se dit
certes c'est un système néolibéral, mais j'ai envie de réussir dedans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Est-ce que c'est vain ? Est-ce qu'il faut retourner le système ? Est-ce qu'il faut se battre dedans ? Est-ce qu'il faut travailler dur, travailler intelligemment ? Moi, je dirais, mais défonce tout, crois en toi, et si je peux t'aider, je le ferai, parce que j'ai toujours tendance à aider ceux qui me disent « je veux vraiment y arriver », parce que j'ai l'impression de me voir quelques années plus tôt, même si je suis pas très âgée. Donc, mais je dirais, mais crois en toi, ça va le faire. Le fait de le vouloir, pour moi, tu l'auras, mais il va falloir le vouloir très fort et plus que les autres. C'est vraiment une question difficile parce que j'ai envie de dire que je n'ai rien à te dire. Parce que je n'ai rien à t'apprendre. Et que cette posture de transmission de parcours, je pense qu'on est fatigué de ça. Donc d'abord, j'ai envie de dire comment ça va, parce que je pense que c'est pas facile. Et après, je vais dire si autour de toi, il y a des personnes qui s'organisent pour réfléchir le climat, pour réfléchir la justice autour de toi, pour réfléchir une autre éducation, vas-y, et j'espère que tu auras quelque chose à dire. Mais moi, étant quelqu'un d'origine arabe qui a eu un parcours très privilégié en France, je n'ai rien à t'apprendre. Alors, ce qui est vraiment très rafraîchissant avec Sarah, c'est qu'elle dit exactement sa pensée. Et donc, ça nous évite de perdre du temps dans l'hypocrisie. Et donc, ça nous permet d'avancer dans la pensée. Et je pense que je peux dire que ça a été très riche parce que justement, on n'a pas tenu des pincettes. Et donc, je sentais aussi qu'elle était en train de recevoir ce que je lui disais comme un produit brut qu'elle réfléchissait face à moi. Et donc ça, c'est très rafraîchissant aussi. Donc en fait, je pense qu'on a eu un vrai débat. Agréablement surprise parce que contrairement à Sama, j'avais fait quelques recherches Google. Je me suis dit, bon, je vais débattre avec une gauchiste moralisatrice et finalement, pas du tout. J'ai trouvé qu'on avait pu débattre et que c'était hyper intéressant. C'est vraiment un échange qui m'a fait réfléchir et je vais faire même quelques recherches après. Donc j'ai trouvé que c'était très bienveillant. On n'était pas dans qui a raison, qui a tort, je t'attaque parce que tu ne penses pas comme moi. Parce que souvent, quand on fait des débats, on oublie le message, on s'attaque au messager en disant de toute façon, comme je veux tellement avoir raison, je vais prouver que c'est à cause de toi et non pas de ce que tu dis que c'est pas possible. Et là, j'ai trouvé que c'était bienveillant et hyper intéressant. J'espère que ce débat vous a intéressé, qu'il a permis de réfléchir sur des questions de mérite. Je compte sur vous pour lâcher un like, un petit commentaire et vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir notre travail et la chaîne. Beaucoup de gens nous regardent sans être abonnés. C'est quand même bien dommage parce que ça nous permettrait d'avoir encore plus de vues, encore plus d'impact et de pouvoir faire réfléchir très largement la société française. Ciao!